Baudouin affirme que 1091 fut une année clé pour l'histoire des États croisés. Le roi lépreux de Jérusalem vient de subir une lourde défaite à la bataille de Majayoun, infligée par son grand ennemi, le sultan Saladin. En conséquence, Saladin s'empare du château frontalier important de Baudouin, à Gué de Jacob. Désormais, la lèpre de Baudouin s'aggrave tandis que son ennemi gagne en puissance. Le roi lépreux pourra-t-il résister à Saladin avant que son corps ne le trahisse ? Selon l'historien Malcolm Barber, l'année 80 est aujourd'hui vue comme un tournant majeur dans l'histoire des croisades. Nous poursuivons ici notre exploration de la vie de Baudouin IV le roi lépreux de Jérusalem. La destruction du château du Gué de Jacob fut un coup dur, mais au début de l'année 80, la santé du roi Baudouin IV était une préoccupation plus grande. La lèpre du roi avait progressé et ses handicaps s'étaient aggravés à seulement 19 ans. Sentant la mort approcher, il voulait préserver l'avenir de son royaume. Pour cela, Baudouin chercha un mari convenable pour sa sœur et héritière, la princesse Sibylle. Jusqu'ici, il avait échoué, malgré ses propositions à de grands nobles en France. Cependant, Sibylle elle-même appréciait un jeune chevalier poitevin déjà à la cour, Guy de Lusignan. Guy n'était pas sans relation. Son frère aîné, Émori, le futur connétable de Jérusalem, était un proche allié de la mère du roi Baudouin. Agnès a proposé Guy comme prétendant pour la princesse. Des années de négociations avec les principales maisons nobles de France n'avaient produit aucun mari, mais Guy était déjà à Jérusalem et venait d'une lignée fière de croisés engagés. Il était jeune, en bonne santé et un chevalier galant, et de plus Sibylle était déjà séduite par lui. Baudouin faisait confiance à sa mère et suivit ses conseils. Guillaume de Tyr désapprouvait ce mariage, écrit-il. Mais sans vouloir considérer que trop de précipitation gâte tout. Le roi, pour des raisons qui lui sont propres, maria soudainement sa sœur à un jeune homme de rang assez élevé. Guy de Lusignan, fils de Hugues le Brun du diocèse de Poitiers. La décision de Baudouin de marier sa sœur à Guy a surpris de nombreux membres de la haute cour. Il était difficile de trouver un prétendant pour Sibylle, car elle avait déjà un fils, le prince Baudouin, héritier du trône à 3 ans. Épouser Sibylle signifiait que ses enfants auraient un peu de chance d'hériter du royaume. Ce n'était pas une décision hâtive de Baudouin. Le roi lépreux avait des informations fiables selon lesquelles Raymond III de Tripoli et Bohémond III d'Antioche conspiraient pour s'emparer du pouvoir à Jérusalem. Par cela, Raymond et Bohémond prévoyaient de marier Sibylle à un époux de leur choix. Le père de Guy était aussi vassal d'Henri II, roi angevin d'Angleterre. Baudouin descendait des Angevins, tandis qu'Henri devenait vite le souverain le plus puissant d'Occident. En choisissant un mari pour Sibylle parmi le camp angevin, Baudouin espérait accroître l'implication d'Henri II dans le royaume croisé. L'idée que Sibylle était une jeune fille naïve amoureuse, Guy un maladroit, et Baudouin un roi malade trompé par sa mère manipulatrice, ne tient pas face à l'histoire. La décision de Baudouin témoigne d'une réflexion approfondie. Sa sœur Sibylle avait été formée à gouverner, et le frère de Guy, Amaury, servait efficacement la couronne. Néanmoins, Baudouin finirait par regretter son choix de beau-frère. Avant les années 80, aucune division sérieuse n'existait dans le royaume. La conspiration de Raymond et Bohémond, puis le mariage de Sibylle et Guy, ont accentué la fracture parmi l'élite dirigeante du royaume. Le roi Baudouin, sa mère, son oncle Jocelyn, Sibylle, Guy et Renaud de Châtillon formaient principalement une faction issue de la famille maternelle du roi. En face se trouvait Bohémond III Raymond III, la famille Ibelin, et la reine douairière Maria Comnène, représentant la famille paternelle du roi. Le roi Baudouin était pleinement conscient de cette division et savait qu'elle menaçait l'existence même de son royaume.
Il était déterminé à rester en fonction jusqu'à ce que cette division puisse être résolue. Fin printemps 1180, le roi Baudouin tenta d'obtenir une trêve de 2 ans avec Saladin. Saladin était heureux d'accepter, car les Turcs seldjoukides menés par le sultan Kilij Arslan II prenaient de l'ampleur, et Saladin voulait contenir cette puissance. Saladin voulait aussi éviter d'attirer l'attention de l'empereur byzantin Manuel. Pendant ce temps, Baudouin s'efforçait de stabiliser la situation au sein de son royaume afin d'empêcher ses rivaux de promouvoir sa jeune sœur, Isabelle, comme héritière alternative à Sibylle et Guy. Le roi fiança Isabelle à Humphrey, coître de Thoron, fils de 15 ans du défunt connétable, en octobre 80. Le mariage ne pouvait avoir lieu qu'une fois qu'Isabelle aurait atteint l'âge de 12 ans. La petite princesse fut envoyée vivre à la forteresse de Kérac avec sa future belle-mère, Stéphanie de Milly, épouse de Renaud de Châtillon. Ici, Isabelle serait solidement sous le contrôle de la faction du roi. C'est également à cette époque que le nouveau grand maître des Templiers arriva à Jérusalem. C'était Arnold de Torroja, vétéran catalan des croisades en Espagne. Arnold avait été le candidat du pape Alexandre III qui se préoccupait de la Terre Sainte et voulait un homme indépendant mais expérimenté à la tête des Templiers. À cette époque, l'empereur byzantin Manuel est mort. Guillaume de Tyr écrit sur lui. L'illustre empereur de Constantinople a la mémoire immortelle, le plus munificent de tous les princes de la terre. Il a déposé le fardeau de la chair et a remis son âme au ciel. Sa mémoire sera à jamais bénie par toute l'assemblée des saints. En raison de ses aumônes et de ses libéralités, Baudouin a continué à œuvrer pour renforcer son royaume tout au long de l'année 81. Il associa Sibylle et Guy à lui-même dans les édits royaux, renforçant ainsi leur statut d'héritier du trône. Pendant que la trêve avec Saladin s'achevait, la haute cour tenta d'apaiser les tensions entre le roi Baudouin et le comte Raymond III. Le roi accepta cela à condition que Raymond se réconcilie avec Guy de Lusignan. Le comte donna son assentiment à ces conditions, et Guy et Raymond commencèrent à siéger ensemble aux réunions de la haute cour. Le dangereux factionnalisme semblait résolu. Bien que Baudouin, malgré sa maladie, gouvernât efficacement le royaume, Guy de Lusignan restait impopulaire auprès de nombreux nobles. La trêve avec Saladin finirait en mai 82. Depuis 2 ans, Saladin s'était principalement consacré à freiner les Seldjoukides, ainsi qu'à renforcer la puissance de sa marine. Elle comptait alors 30 à 40 galères de guerre. En novembre 81, As-Salih, prince Zengid d'Alep, tomba malade et mourut en décembre. Il nomma son cousin Izz ad-Din de Mossoul héritier, espérant que l'union d'Alep et de Mossoul empêcherait Salah ad-Din d'affaiblir davantage le territoire zengide. Ibn al-Athir rapporte la mort du prince. Quand il n'avait plus d'espoir, il convoqua les émirs et toutes les troupes et leur ordonna de remettre Alep à son cousin Azz al-Din et leur fit jurer de le faire. Il dit, « Vous savez que Salah ad-Din a pris toute la Syrie, sauf ce que je détiens. Si Salah ad-Din prend Alep, notre famille n'aura plus de refuge pour lui résister. Mais si je donne la ville à Azz al-Din, il pourra la conserver grâce à ses grandes armées et à ses terres. » En apprenant qu'Al-Salih est proche de la mort, Saladin, alors en Égypte, ordonna à son neveu Farouk Shah, gouverneur de Damas, de sortir avec son armée pour empêcher Izz ad-Din de prendre le pouvoir à Alep. Raynald de Châtillon suivait aussi avec intérêt la situation à Alep pour contrer Saladin. Raynald mena un raid depuis la Transjordanie dans le désert d'Arabie, pillant terre et attaquant caravanes. Farouk Shah dut mener ses troupes contre Raynald, qui se retira face à l'armée de Damas. Ibn al-Athir a rapporté son impression de ces faits. Le prince Raynald, seigneur de Kérac, l'un des Francs les plus hostiles aux musulmans, préparait une campagne. Il réunit ses troupes et tout ce qu'il put, puis décida de marcher par voie terrestre vers Tariq, puis Médine, la ville du prophète.
qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix pour prendre le contrôle de ces régions augustes. Le raid de Reynold a empêché Farouk Shah d'exécuter les ordres de Saladin d'occuper Alep, permettant ainsi à Izz ad-Din de Mossoul de marcher sur Alep et d'y prendre sa position de dirigeant sans incident. Il est indéniable qu'il s'agissait d'un revers majeur pour Saladin, qui a perdu l'occasion de s'emparer de son prix le plus convoité en Syrie. Les raids de Reynold ont terrorisé la route des pèlerins entre la Mecque et Damas, permettant au seigneur de Kérak d'intercepter les communications de Saladin depuis l'Égypte. Ibn al-Athir avait sûrement tort, que Reynold avait l'intention de conquérir ces régions. Une telle conquête aurait largement dépassé les ressources de la frontière. Le seigneur et Reynold n'ont pris qu'une petite cavalerie, le raid de Reynold avait un but psychologique. Reynold voulait montrer que Saladin ne pouvait pas protéger les routes des pèlerins et il voulait aussi saper l'affirmation du sultan selon laquelle il était le champion de l'islam. C'était doublement embarrassant pour Saladin, puisqu'il était en pleine guerre de longue haleine pour détruire l'une des grandes puissances musulmanes de Syrie, les Zengides. La famille de Nour ad-Din, champion incontesté dans la lutte contre les croisés. Les actions de Renaud montrent sa compréhension de la situation politique en Syrie musulmane. Il voulait affaiblir Saladin en le discréditant auprès des autres musulmans. Cependant, le raid de Renaud a eu lieu alors que la trêve entre Saladin et Jérusalem était toujours en vigueur. Bien sûr, Saladin a interféré lui-même avec le transfert légal du pouvoir entre princes Rnakyekra des ces trois Zengides. Et la préservation du règne Zengide à Alep était vitale pour les intérêts des États croisés. Renaud affirmait que Saladin lui-même rompait la trêve. Il accusait le sultan de transférer troupes et armes depuis l'Égypte. Saladin se plaignit auprès du roi Baudouin du raid de Renaud. Baudouin reconnut la violation de la trêve. Cela a souvent été considéré comme une preuve que Renaud agissait en seigneur renégat. Récemment, des historiens comme Bernard Hamilton ont réévalué la situation, affirmant que Renaud n'aurait pas agi sans l'accord de Baudouin. Le raid de Renaud correspondait à la politique de Baudouin, qui voulait empêcher Saladin de contrôler Alep, selon Bernard Hamilton. Saladin ne voulait pas renouveler la trêve. Au printemps 82, alors en vigueur, un navire chrétien d'Apulie fit naufrage près de Damiette, et il s'empara de la cargaison et emprisonna les 1676 passagers. Les deux parties reconnaissaient que la trêve ne pouvait être que temporaire. Salah ad-Din avait depuis longtemps clairement indiqué qu'il avait l'intention de détruire le royaume croisé tôt ou tard. En effet, il affirmait au calife abbasside que la justification de ses campagnes contre les Zengides était d'unir l'islam sous sa bannière. Pour la guerre finale contre les croisés, Salah ad-Din retourne à Damas pour sécuriser ses liens avec l'Égypte et préparer une campagne contre Jérusalem. Le 11 mai, le sultan quitta le Caire avec son armée. En réponse, Baudouin rassembla ses troupes à Jérusalem. Renaud affirmait que l'armée chrétienne devait marcher sur Kérak pour stopper Salah ad-Din. Le roi Baudouin accepta. Tandis que le roi lépreux menait ses troupes en Transjordanie, Salah ad-Din attaqua près de la forteresse de Montréal avant de marcher sur Kérak. Ici, l'armée chrétienne protégeait les champs de blé et refusa de livrer bataille. Salah ad-Din choisit également d'éviter la bataille et se retira dans son château d'Al-Azhar, dans le désert syrien. Le 2 juin, Salah ad-Din rentra à Damas. Il apprit d'importantes nouvelles de Constantinople. Le noble byzantin Andronicus Komnenos avait mené une révolte dans la capitale, provoquant le massacre massif des Francs. L'émeute à Constantinople avait été si brutale que l'hôpital Saint-Jean fut pillé et que les malades qui s'y trouvaient furent assassinés. Andronicus fit assassiner les derniers membres royaux soutenant les États croisés, dont Maria, veuve de l'empereur Manuel, elle-même franque. Andronicus adopta alors une politique résolument hostile au royaume de Jérusalem. Guillaume de Tyr écrit ceci à propos d'Andronicus. Un cousin du défunt empereur était un homme faux et mauvais.
Toujours déloyal envers l'Empire et toujours actif à semer les graines de la rébellion, Saladin pouvait désormais lancer une invasion totale du royaume croisé sans craindre que les Byzantins n'interviennent. Le 13 juillet 1182, le sultan envoya une force pour assiéger le château franc de Bethsan, dans le sud de la Galilée. Le chroniqueur Ibn al-Athir relate l'action. Après que Salah ad-Din soit arrivé à Damas, il y resta quelques jours pour se reposer, lui et ses troupes. Ensuite, il marcha en territoire franc et se dirigea vers Tibériade, dans les environs de laquelle il établit son camp. Il dressa ses tentes à Okawana, sur le Jourdain. Les Francs arrivèrent avec leurs détachements et s'arrêtèrent à Tibériade. Saladin envoya Farouk Shah, son neveu, à Bethsan, qu'il entra de force et pilla, tuant et réduisant en esclavage de manière systématique. Il balaya la vallée du Jourdain avec une attaque de grande envergure qui répandit la mort et la captivité parmi les habitants. Baudouin rassembla l'armée chrétienne à Safaria et marcha pour secourir Bethsan. Les croisés affrontèrent l'armée de Saladin près de Le Forbellé, au sud-est de la Galilée, le 15 juillet, 8 ans après le couronnement de Baudouin, selon Guillaume de Tyr. Là, ils aperçurent les forces de Saladin s'étendant tout autour en nombre bien supérieur à tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. En fait, les commandants les plus âgés déclarèrent qu'à aucun moment depuis l'entrée des Latins en Syrie, ils n'avaient vu un tel déploiement de forces ennemies. En plein été, sous une chaleur intense, le roi Baudouin, très malade, commandait à cheval. Les deux armées s'affrontèrent violemment. Les croisés étaient en infériorité, avec environ 700 cavaliers lourds. Guillaume de Tyr dit que dans cette bataille, seuls quelques chevaliers sont tombés, proches d'être accueillis parmi les saints, tandis que de nombreux fantassins ont péri. La perte de l'ennemi fut bien plus grande. Certains de leurs principaux chefs sont également tombés, une catastrophe qui a poussé l'ennemi à déserter le champ de bataille. Dans la consternation, Saladin fut vaincu et se retira au-delà du Jourdain. Pour Baudouin, la bataille de Le Forbellé ne fut pas une victoire aussi éclatante que Montguisade. Mais une fois de plus, la tentative de Saladin de détruire le royaume avait été déjouée, et une fois de plus, la résilience de Baudouin avait été cruciale. Le leadership de Baudouin fut une force unificatrice, alors que les tensions persistaient entre Raymond III et Guy de Lusignan. Saladin n'en avait pas fini. Après sa défaite à Forbelle, il lança une attaque conjointe contre Beyrouth, la plus faible des villes portuaires. Ibn al-Athir relate l'événement. Depuis Damas, Saladin se rendit à Beyrouth et en ravagea les environs. Il ordonna à la flotte égyptienne de s'y rendre par mer. Ils arrivèrent et l'assiégèrent, l'attaquant ainsi que sa région. Saladin vint les rejoindre, pillant ce que la flotte n'avait pas encore pris. Il assiégea Beyrouth pendant plusieurs jours, ayant l'intention de persévérer jusqu'à sa prise. Pendant ce temps, un détachement venu d'Égypte, dirigé par le frère de Saladin, Al-Adil, attaqua les terres du sud du royaume chrétien, pillant les environs de Gaza et d'Ascalon. La nouvelle de cette nouvelle menace parvint au roi Baudouin, qui garda son sang-froid. Il comprit que le sultan cherchait à le pousser à diviser son armée. Baudouin décida de protéger Beyrouth sans intervenir dans le sud, car les groupes de pillards égyptiens du sultan ne pouvaient pas accomplir grand-chose dans cette région. Baudouin fait de Tyr la base de son armée. Les ports d'Arca et de Tyr accueillaient de nombreux réfugiés italiens ayant fui le massacre des Latins à Constantinople plus tôt dans l'année, et Baudouin enrôla plusieurs navires italiens pour le combat. Pendant ce temps, la garnison à l'intérieur de Beyrouth se battait courageusement. Lorsque Baudouin fit savoir qu'il arrivait avec son armée, Saladin leva le siège et se retira. Saladin avait échoué à prendre Beyrouth, mais son attaque avait infligé de sérieux dégâts aux ressources économiques du royaume croisé. Le sultan se rendit dans le nord de la Syrie à la fin de l'été pour mener campagne contre les Zengides. Les croisés furent inquiets car Saladin n'envisagea aucune trêve avec eux en raison de la nouvelle situation à Constantinople. Sans l'aide des Byzantins, les Francs ne pouvaient pas espérer lancer une grande invasion de l'Égypte, et Saladin le savait.
En septembre, Saladin traversa l'Euphrate pour entrer en territoire zenghide. Il conquit Harran, Édesse, Raqqa et Nisib en novembre. Il campait près de Mossoul. Cet été-là, les Zengides avaient conclu une alliance avec le roi Baudouin IV au nom de ses alliés musulmans. Le roi lépreux marcha pour piller les terres de Saladin autour de Damas. Il était accompagné du comte Raymond III, signe de l'harmonie croissante au sein du camp croisé. Les garnisons locales de Saladin ne résistèrent pas, permettant aux Francs de brûler librement terres et villages. Comme l'année précédente, la politique franque était d'empêcher Saladin d'étendre son pouvoir dans le nord de la Syrie. En décembre, Saladin assiégeait Mossoul, tandis que le roi et le comte Raymond lançaient eux des raids conjoints sur ces terres. Raymond attaqua près de Bosra, Baudouin pilla près de Damas. Aucun de ces raids ne fut majeur, mais ils maintinrent la pression sur Saladin durant son absence, alors qu'il combattait Mossoul. De plus, ces raids fournirent des renseignements. Les croisés purent confirmer qu'aucune nouvelle force ayyubide n'avait été amenée à Damas depuis septembre. Tout cela prend sens à la lumière des actions que Raynald de Châtillon s'apprêtait à entreprendre, ce qui resterait comme l'un des gestes les plus audacieux accomplis durant la longue guerre entre Saladin et le roi lépreux. Nous aborderons les dernières années du règne de Baudouin, quand Raynald de Châtillon est passé au premier plan. Son agressivité et le roi lépreux perdirent en confiance en sa sœur, Sibylle, et en son mari, Gui. Pendant ce temps, la menace de Saladin grandissait, car le sultan s'apprêtait à accomplir l'une de ses conquêtes les plus chères. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir la suite des événements. Soutenez mon travail en me rejoignant sur Patreon, où je publie des coulisses, du contenu bonus et bien plus encore. Cliquez sur le lien Patreon affiché à l'écran ou consultez le lien ci-dessous dans la description pour Real Crusades History sur Patreon.